Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9h en Débougou dans la région de Ségou, la même heure à Bilali Koto dans la région de Caille. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition du Mali Actualité, les titres. Le Premier ministre lance les travaux du projet d'irrigation Débougou 4 à l'Office du Niger. Plus de 33 milliards de francs CFA seront investis pour augmenter le rendement des petits producteurs. Des travaux d'envergure aussi à Mopti pour changer le visage de la Venise malienne. Deux membres du gouvernement lancent la réalisation d'une série d'infrastructures pour plus de 4,5 milliards de francs CFA. 5 jours pour tracer un nouveau chemin de la transition au Niger. C'est la durée des assises nationales de la refondation du pays ouverte hier avec cette dénonciation du chef de l'État, l'animosité de certaines puissances occidentales. Il n'était pas favori au départ, mais à l'arrivée, c'est bien lui. Mohamed Ali Youssouf est élu président de la Commission de l'Union africaine. L'actuel ministre des Affaires étrangères djiboutien prend ses fonctions le 15 mars prochain. Djoliba AC Stade malien de Bamako, c'est le derby de la 6e journée du championnat national de football Ligue 1 en retard qui se joue ce dimanche. Si les Rouges veulent maintenir leur rang, les stadistes ne visent pas moins les enjeux de la rencontre dans cette édition. Ils sont 3 jeunes et ils ont en commun les maladies dites rares, des crises épileptiques, des difficultés à marcher. Ces jeunes souffrent énormément dans leur chair. Témoignages et explications de leurs médecins traitants dans Focus Santé à suivre en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Avant de vous développer ces titres, ce communiqué du ministre des Mines qui a le regret d'informer l'opinion nationale d'un effondrement sur un site d'exploitation aurifère dans la localité de Bilali Koto, situé à quelques kilomètres de Dabia, cercle de Kenyeba, dans la région de Caille, ce samedi 15 février 2025. Malheureusement, l'incident a causé la mort de plusieurs personnes et fait des blessés. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Mines, au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État et du gouvernement, prie pour le repos de l'âme de toutes les victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et enfin présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Le ministre des Mines suit l'évolution de l'opération de recherche des victimes en relation avec les services de la protection civile. En outre, une réunion de crise avec l'ensemble des départements ministériels concernés se tiendra ce dimanche 16 février 2025 en vue de décider des mesures urgentes à prendre. Face à ce drame regrettable, le ministre des Mines réitère son invitation aux communautés vivant près des sites miniers à un respect scrupuleux des exigences de sécurité. Le Premier ministre, lui, a lancé hier les travaux du projet d'irrigation Débougou 4 en zone Office du Niger. Le but est d'augmenter le rendement des petits producteurs. Pour atteindre cet objectif, plus de 33 milliards de francs CFA seront investis par le Mali et l'Allemagne. Les récits de Mamari Kone et Aliou Touré. Forte mobilisation autour du lancement des travaux du projet d'irrigation Débougou 4 en zone Office du Niger. D'abord à Nyounou, chef-lieu de cercle, le Premier ministre chef du gouvernement est accueilli par une foule nombreuse. Par cette mobilisation, la population exprime son soutien aux autorités de la transition. À une quinzaine de kilomètres de là, plus précisément en Débougou, est prévu le lancement du projet. Cheikh Salah Babi, premier adjoint au maire de la commune rurale de Sirifila Boundi. Permettez-moi de remercier toutes les autorités de la transition à travers vous, à commencer par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour la concrétisation de ce projet, qui est une volonté politique exprimée à travers l'un des 3 principes qui guident l'action gouvernementale, notamment la prise en compte des intérêts des populations dans les décisions prises. Le projet d'irrigation Débougou 4 vise à augmenter la production agricole des petits agriculteurs par la réhabilitation des périmètres d'irrigation agricole dans la zone Débougou de l'Office du Niger. Badra Aliou Traoré, président directeur général de l'Office du Niger. Ces travaux s'articulent sur 4 points essentiels. Il y a un premier lot qui s'agit de travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures. Il y a un deuxième lot qui est les travaux de réhabilitation du casier numéro 1, ça veut dire le village N21 à N28. Ensuite, il y a un second lot ici, du village N29 à N17. Ça, c'est les 3 lots. Et puis, il y a un derrière, ça, c'est les travaux de réhabilitation et construction du système de drainage.
Après la présentation du projet, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a donné le premier coup de pelle qui consacre le lancement des activités du projet. Général de division Abdoulaye Maïga. Ces infrastructures contribueront à l'augmentation de la production des exploitants agricoles de la zone Office du Niger, et particulièrement de Débrou, et à l'utilisation du potentiel économique de l'irrigation pour une agriculture durable, rentable et une sécurité alimentaire accrue. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de notre engagement commun en faveur de l'atteinte des objectifs de l'Office du Niger, à savoir l'autosuffisance alimentaire pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et la prospérité des communautés locales. D'un coût global de 33 milliards 474 millions de francs CFA, le projet Débrou 4 est financé par les gouvernements maliens et allemands. La présence aujourd'hui de la République fédérale d'Allemagne aux côtés du Mali témoigne de la volonté du gouvernement de collaborer avec toutes les bonnes volontés respectueuses des principes qui guident l'action publique dans notre pays, à savoir, je cite, le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Fin de citation, inscrit dans notre Constitution. La République fédérale d'Allemagne est le premier pays à reconnaître notre souveraineté. Ce pays ami nous accompagne dans la préservation des intérêts de notre peuple à travers des actions multiformes et les travaux d'infrastructures agricoles. Aussi, au nom du chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, et du peuple malien, je tiens à remercier la coopération allemande pour cette marque de solidarité. Les travaux seront exécutés dans 16 mois hors saison des pluies. Nous restons avec le Premier ministre qui s'est rendu au camp Amadou Chekou Tall de Ségou. Il s'est entretenu avec le commandant de la zone de défense numéro 2 sur la situation sécuritaire dans la région avant de rencontrer les femmes des camps. Ramata Konaté était sur place pour Mali Actualité. Le Premier ministre au camp Amadou Chekou Tall de Ségou. Il vient s'enquérir de la situation sécuritaire de la région et remonter le moral des forces de défense et de sécurité tout en leur transmettant les félicitations du président de la transition pour les efforts engrangés en matière de sécurisation des personnes et de leurs biens. Des messages d'encouragement transmis au commandant de la zone de défense numéro 2. Juste après, le visiteur du jour, le général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré les femmes des camps. Dambélé Yaïdiara, présidente des femmes des camps de la région de Ségou. Grâce au Premier ministre, nous avons de l'eau potable maintenant. Les travaux de changement des tuyauteries de nos adductions d'eau sont en cours d'exécution. Et nous avons aussi reçu par ces soins des équipements et matériels pour la transformation des produits. Nous disons merci au Premier ministre pour ses appuis très considérables. Ces dames respectent ainsi une tradition malienne, la reconnaissance du bienfait. Ségou, Ramata Konaté et Kramogo Traoré pour l'ORTM. De Ségou, direction la Venise malienne, une série de travaux sont lancés pour améliorer la circulation, protéger les berges du fleuve et prévenir les inondations. Coût de l'investissement, plus de 4,5 milliards de francs CFA, financés par l'État et ses partenaires. Les ministres en charge de l'environnement et des transports ont donné le coup d'envoi de ces travaux à Mopti, d'où nous appelle Oumar Maïga. Le lancement des travaux d'élargissement et de rehaussement de la digue route d'accès au gouvernorat, la réhabilitation de la rampe d'accostage, le dragage et le curage des sédiments sur la voie d'accès au quai, entre autres, par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et celui des Transports et des Infrastructures, s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées PRTD Mali dans la région de Mopti. Issa Kansai, maire de la commune urbaine de Mopti. Si Mopti est à un tournant de son développement, il est essentiel que ces projets puissent impacter directement sa population, c'est-à-dire sa jeunesse. C'est pourquoi je plaide pour l'employabilité des jeunes dans l'exécution de ces travaux. Général de brigade Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. La réalisation de ces infrastructures dans notre région est l'expression de la volonté des plus hautes autorités de la transition de satisfaire les demandes critiques d'urbanisation de nos villes et de nos communautés inclusives, pour que ces mêmes communautés soient plus résilientes, productives et viables. Le projet Restauration des terres dégradées, soutenu par le gouvernement malien avec l'appui financier de la Banque mondiale, est une réponse efficace aux différentes sollicitations des populations pour relever les défis environnementaux. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Face aux défis environnementaux, nous procéderons avec un investissement de 4 567 millions
897 910 francs CFA pour le lancement des travaux et l'élargissement de la digue-route d'accès au gouvernorat sur une distance d'un peu plus de 2 km afin d'améliorer la circulation et protéger les berges et la ville des inondations récurrentes. Le dragage de curage des sédiments sur 2195 km de voies d'accès au quai, garantissant ainsi une meilleure navigabilité et une fluidité des activités portuaires. Ces travaux qui démarreront dans la région de Mopti vont sans nul doute renforcer et améliorer les équipements et demeurent un véritable investissement pour la cause de l'environnement commun fondé sur le progrès et la durabilité. Mopti, Oumar Meiga et Djakelia Traoré pour l'ORTM. Retour ici à Bamako et ces chiffres à retenir. Le Mali compte moins de 500 magistrats en activité pour 22 millions d'habitants, soit un magistrat pour 40 000 habitants. Des chiffres qui sont en deçà des normes internationales. Pour combler les déficits, le département en charge de la justice procède au recrutement d'auditeurs de justice. La deuxième phase du processus vient d'être lancée. Ils sont 312 candidats pour les 116 postes à pourvoir. Le garde des Sceaux a ouvert hier la première enveloppe contenant la culture générale sous l'œil de notre reporter Fadema Keita. Un magistrat pour 40 000 habitants, le ministère de la Justice vit un déficit criard des ressources humaines. Lors de cette deuxième phase de recrutement d'auditeurs de justice, organisée à quelques mois d'intervalle de la première, il est prévu l'embauche de 116 à repartir entre l'ordre de justice et l'ordre administratif. Le sujet de culture générale intitulé « Une sagesse de chez nous dit ceci, connais-toi toi-même, c'est la meilleure des connaissances », très abordable est une opportunité pour les 312 candidats inscrits. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Au niveau de la justice, on constate un déficit de personnel dans toutes les composantes, et particulièrement au niveau des magistrats. Nous avons actuellement 498 magistrats en activité, donc pour 22 millions de Maliens. Je crois que les ratios sont très faibles. Donc on a besoin, dans les normes internationales, d'un magistrat pour 10 000 habitants. Nous sommes à près de 1 magistrat pour 40 000 habitants. Et Dieu merci, le président de la transition a manifesté une forte volonté politique pour que ce déficit soit comblé. C'est pourquoi depuis 2022, nous sommes en train de recruter. Et nous avons recruté 100 auditeurs de justice en 2022, 100 en 2023. Et pour l'exercice 2024, nous sommes en train de recruter 116 auditeurs de justice. Toutes les dispositions sont prises pour que le concours se tienne dans la sérénité. Dibla Arbouna Maïga, directeur national de l'administration de la justice. L'organisation se passe sans incident pour le moment, parce que nous avons déjà donné des consignes par rapport aux effets personnels, au téléphone, aux montres connectées. Les candidats n'ont pas accès à la salle s'ils ont ces objets. Nous avons renforcé la surveillance également. Pour une salle de 50 places, nous avons 5 à 6 surveillants. Des corrections transparentes vont conduire à des résultats incontestables, promet le ministre de la Justice. Mahmoud Ali Youssouf prend les rênes de la Commission de l'Union africaine. L'actuel ministre des Affaires étrangères djiboutien a été élu hier par les chefs d'État et de gouvernement réunis à Addis Abeba en Éthiopie pour leur 38e sommet. Il a remporté au 7e tour avec 33 voix sur 49 et succède ainsi au Tchadien Moussa Faki Mahama. Le nouveau président de la Commission de l'UA prend ses fonctions le 15 mars prochain. Autre décision prise, les dirigeants africains se mettent d'accord pour la création d'une agence de notation panafricaine. Cette agence doit intégrer des données et des indicateurs spécifiques au continent et devra être officiellement lancée en juin prochain. Au Sénégal, un rapport de l'ONU révèle une surpopulation carcérale jugée dramatique et inhumaine. Des chambres extrêmement encombrées où les détenus dorment tête bêche, voire à tour de rôle dans les couloirs, souligne les rapports. Face à ce constat, l'ONU appelle les autorités sénégalaises à prendre des mesures de toute urgence pour alléger la pression sur le système pénitentiaire et garantir des conditions de détention dignes. Au Togo, 41 sénateurs sur 61 sont élus par les conseillers municipaux. Les 20 restants seront désignés par le président de la République, Faure Gnassingbé. C'est une première étape franchie dans la mise en œuvre des institutions de la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024 qui a fait basculer le pays dans une 5e république. En RDC, l'incertitude sur la situation sécuritaire plane encore à Bukavu, capitale provinciale de Sud Kivu. La présence du M23 a été signalée dans la ville et à proximité, mais le groupe armé n'a revendiqué pas le contrôle.
contrôle. Enfin, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et son homologue américain, Marco Rubio, ont eu hier un entretien téléphonique. Ils ont convenu de travailler à la restauration d'un dialogue intergouvernemental mutuellement respectueux. Cela conformément au ton donné par les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine. AES Actualité. Les assises nationales pour la refondation du Niger se sont ouvertes hier à Niamey, 5 jours pour définir les principes fondamentaux devant régir la transition. C'est l'exercice auquel se livrent les participants. Un rendez-vous majeur, une concrétisation aussi d'une promesse faite par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. À l'ouverture de ces assises, le général de brigade Abdourahmane Tchani a dénoncé ce qu'il appelle l'animosité de certaines puissances occidentales. Je vous propose de l'écouter. Dans mon adresse à la nation en date du 19 août 2023, j'annonçais au peuple nigérien souverain la tenue d'un grand dialogue national inclusif chargé principalement, je cite, 1. De définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. Définir la période de la transition. 3. Définir les priorités nationales durant la transition. 4. Rappeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Comme vous le savez, si cette rencontre se tient seulement aujourd'hui, c'est parce que depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, soutenu par le peuple nigérien dans sa volonté résolue d'affirmer la souveraineté du Niger et sur son territoire et ses ressources, notre pays fait face à l'animosité de certaines puissances occidentales et leurs complices africains et pire encore, complices locaux. Les Nigériens vivent encore dans leur chair l'embargo lâche, inhumain, illégal, ainsi que la menace d'une guerre militaire contre leur pays, décidée par la CEDEAO sous influence, sur injonction de la France. Ces menaces sont certes toujours présentes. Elles sont devenues perfides et se sont étendues à notre tissu économique et au fondement même de notre cohésion sociale. Mais grâce à la détermination du peuple nigérien et des forces de défense et de sécurité, la résilience et le sens du sacrifice de nos populations ainsi que nos prières, nous avons réussi à ce jour à les contenir, à créer les conditions de stabilité nécessaires pour la tenue de nos assises. Oui, ces assises se poursuivent jusqu'au 19 février prochain. En attendant, au Burkina Faso, le ministre en charge des mines et les acteurs du secteur se concertent sur le code minier et la loi sur le contenu local. Deux textes adoptés et promulgués en 2024. Pour l'application effective de ces lois, il faut trouver des mécanismes nécessaires. C'est tout le sens de cette rencontre suivie par Issoufou Ouidrago de Radio Burkina. Le nouveau code minier et la loi sur le contenu local, adoptés en 2024, comportent plusieurs innovations à même d'impulser le développement au Burkina. Cependant, leur mise en œuvre ne s'étant pas faite automatiquement, une harmonisation des vues s'impose. D'où cette rencontre avec la Chambre des mines du Burkina, explique le ministre en charge des mines, Yacouba Zabré Gouba. Il y a un certain nombre de tests qui devaient être opérationnalisés dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa date de promulgation. Ces textes ont été promulgués le 31 juillet 2024 et les 6 mois sont échus dès le 31 janvier 2025. Donc il était normal que nous puissions échanger avec l'ensemble des acteurs pour voir dans quelle mesure ces réformes soient opérationnalisées pour compter de l'année 2025. La Chambre des mines du Burkina apprécie bien l'initiative. Elle s'engage à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces réformes pour le bonheur des populations. Son président, Ousseini Dera. La Chambre des mines va tout simplement favoriser en étant un interlocuteur idéal pour
faire passer les différents messages de son excellence auprès de nos autres membres. Donc la contribution principale sera de veiller à ce qu'on puisse tous comprendre ce qui a été dit et comment assister pour la mise en application. Le ministre en charge des Mines a invité les participants à s'approprier cette rencontre afin qu'elle soit fructueuse. Des échanges sont également prévus avec les fournisseurs de biens et services et les acteurs de la sous-traitance, entre autres, précise Yacouba Zabré Gouba. Djoliba AC, Stade Malien de Bamako, c'est le classico de ce dimanche. Les deux équipes s'affrontent dans le cadre de la 6e journée du championnat national de football Ligue 1 en retard. Si les Rouges veulent se maintenir à la tête du championnat, les stadistes ne visent pas moins les enjeux d'un match qui promet du spectacle avec Famourou Djourté. Le football malien sera en émoi ce dimanche 15 février 2025 avec le match tant attendu entre le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC, deux géants du football malien et rivaux de longue date. Ce match en retard de la 6e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle s'annonce d'ores et déjà comme un choc plein de promesses où l'honneur et la fierté seront en jeu. Mamoutou Kane alias Mourlé, coach du Stade Malien de Bamako. Le match Stade Djoliba comme le Djoliba Stade, c'est tout à important, c'est tout à envie de jouer, c'est la présence. Demba Mamadou Traoré, coach du Djoliba AC. Nous savons que Stade Djoliba Stade, ça a été toujours de très grands matchs qui mobilisent énormément de monde. Donc c'est un match que nous préparons avec beaucoup de sérieux et de concentration. Leader du championnat avec 21 points, le Djoliba AC arrive avec sérénité. Les Rouges de Bamako comptent 6 victoires et 3 matchs nuls en 9 matchs disputés et ils n'ont encaissé que 2 buts. Le coach Demba Mamadou Traoré et ses hommes vont vouloir consolider leur position de leader et de distancer leurs poursuivants. De son côté, le Stade Malien de Bamako, actuellement 7e avec 16 points, connaît une saison quelque peu contrastée avec 4 victoires, 4 matchs nuls et une défaite. Les Blancs de Bamako ont certes inscrit le même nombre de buts que les Rouges, 13, mais ont une défense plus perméable et ont encaissé 5 buts en 9 matchs. Néanmoins, les stadistes restent sur une dynamique de 2 victoires convaincantes contre Binga FC 4-0 et les Étoiles du Mandé 2-0. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bien que le Djoliba AC soit en tête du classement, la rivalité historique entre ces deux clubs rend le résultat de cette rencontre difficile à prédire. Demba Mamadou Traoré, entraîneur du Djoliba AC. Bien vrai que le résultat ne soit pas déterminant pour le titre, mais le vainqueur prend toujours un ascendant psychologique. Mamoutou Kane, entraîneur du Stade Malien de Bamako. On s'est préparé dans la saison pour ça, pour affronter toutes les équipes. Le Djoliba ne fait pas qu'à particulier, donc on va jouer contre le Djoliba. Et ce match, on le joue avec toutes nos forces. Dans un match où chaque détail peut faire la différence, les performances des deux clubs seront scrutées de près. L'arbitre international Ousmane Diakhaté dirigera le choc de ce dimanche. Il sera assisté de Modibo Samake et Amadou Beguissé. Baba Sissouma, journaliste. Ousmane Diakhaté Kolina est fier de sa personne par rapport à l'application du règlement et je crois que cet aspect peut être très important pour lui pour maintenir les équipes dans un carcan et les prouver que c'est moi le patron, mais je suis un patron qui applique la justice et qui n'applique pas une justice à double vitesse. Que ce soit le Djoliba AC pour préserver son statut de leader ou le Stade Malien de Bamako pour frapper un grand coup, chaque équipe sera poussée à donner le meilleur d'elle-même cet après-midi au Stade Mamadou Konaté. Une rencontre à suivre sur la radio nationale du Mali et son réseau synchronisé. Oui, le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC ont marqué l'histoire du football national avec leur palmarès. Mais la rencontre entre les deux clubs garde-t-elle encore toutes ses saveurs? Nous avons posé la question à Djibril Traoré et à Baba Sousma, tous les deux journalistes. La réponse avec Famourou Djourté. Ce dimanche, le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC s'affrontent dans un duel qui, sur le papier, revêt un caractère historique. Ces deux clubs qui dominent le paysage footballistique malien depuis des décennies ont une rivalité bien établie, symbole de passion et de fierté pour leurs supporters. Djibril Traoré, journaliste. Depuis les premières heures de l'indépendance, ces deux clubs, quand ils se rencontrent, c'est indécis, quelle que soit la forme de l'un ou de l'autre. C'est dire simplement que les choses n'ont pas changé dans ce cadre-là. Cependant, malgré l'importance de cette rencontre, le spectacle sur le terrain semble moins prometteur qu'auparavant. Baba Sissouma, journaliste. Sur le terrain maintenant, on sent quand même que le classico perd de sa valeur. Le classico perd de son spectacle. Djibril Traoré, journaliste. Les acteurs ont changé, les talents ont changé. Ça joue sur le niveau du derby. Ce n'est plus comme avant, au moment où les Bourama Traoré, les Yaba, les Dioufolo, les Lassine Soumaoro, les Drissa Traoré Poker, les Ilyas Oumar Diko jouaient. Et tant d'autres, les Ousmane Guino, les Mokhtar Sidibé, les Modibo 10, j'en passe. C'était un moment phare dans le football malien, mais ce n'est plus le cas. Le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC incarnent l'essence même du football à Bamako
voire au Mali. Deux géants qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football malien. Leurs confrontations ont souvent été le théâtre de rencontres mémorables, où l'intensité et l'émotion étaient à leur comble. Djibril Traoré, journaliste. Tant la rivalité était grande, tout le monde était pressé à ce que le jour du match arrive. Et les journalistes, les reporters, les transmettaient que nous étions, les supporters, tout le monde. C'était tellement succulent. C'était ça le derby. Force est de constater que ces dernières années, la ferveur et la qualité du jeu ont quelque peu diminué. Le classico malien semble avoir perdu de son lustre et le niveau de compétitivité des deux équipes est devenu sujet à débat. Baba Sissouma, journaliste. Sans vous mentir, aujourd'hui, le classico, c'est comme un match ordinaire. Mais il y a toujours cet engouement, cette adversité des frères ennemis. Ça, c'est le piment de la sauce. Djibril Traoré, journaliste. Avant, c'était l'amour du club. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est vrai, il y a le nom derby, mais ce n'est plus comme avant, hélas. Le stade malien de Bamako et le Djoluba Assi, bien que toujours plein d'ambition, ont connu des saisons contrastées, ce qui a eu un impact sur l'engouement autour de ces rencontres. Les dernières confrontations entre ces deux clubs rivaux n'ont pas été à la hauteur de leur histoire, avec des matchs souvent marqués par des erreurs défensives et un manque d'intensité. Pour le match de ce dimanche, les deux équipes ont l'occasion de redorer leur blason. Les joueurs sont conscients de l'importance de ce derby et les entraîneurs doivent trouver les clés pour galvaniser leurs troupes. Les supporters, quant à eux, gardent espoir. Ils rêvent d'un match vivant riche en émotions qui rappelle les grandes heures du plus grand derby de Bamako. Il est donc temps pour ces deux géants de se relever et de raviver la flamme de leur rivalité pour redonner au plus grand derby de Bamako son véritable éclat. Focus santé. Ils sont trois jeunes et ils ont en commun les maladies dites rares. Des maladies qui se manifestent par des crises épileptiques et des difficultés à marcher. Plus de 2000 personnes sont soupçonnées d'avoir ces maladies selon l'équipe de recherche sur les pathologies génétiques à l'hôpital du Point G. Je vous invite à partager les souffrances de ces patients et à suivre les explications de leurs médecins traitants. C'est dans Focus Santé de ce dimanche signé Koumba Sissi. Oumou Diallo, Adaman Goïta et Moustapha Fofana, voilà des jeunes qui souffrent tous des maladies dites rares. La première patiente est âgée de 16 ans. Elle est tombée malade depuis qu'elle avait 2 ans. Oumou est secouée par des crises épileptiques. La maladie a même impacté sa vision. Au moment de notre visite, elle était souffrante. Malgré tout, elle s'est débrouillée à lancer son cri de cœur. Je fais des crises et je tombe. Je vous prie d'aider ma grand-mère à me soigner. Assiton Kouyaté, grand-mère à Oumou. Nous avons commencé par le traitement traditionnel et celui du paludisme, mais en vain. Finalement, au Point G, les médecins ont dit qu'elle souffre d'épilepsie. Concernant sa vision, quand elle était en 2e année, c'est son maître d'école qui nous a signalé qu'elle ne voyait pas bien. Nous avons été à l'IOTA. Elle porte des verres correcteurs. Malgré tout, le problème persiste. Bané Maïga, médecin traitant. Oumou Diallo, quand elle nous est venue, on a fait des analyses poussées qui nous ont permis de diagnostiquer un syndrome de no-blotch. C'est un syndrome neurodéveloppemental qui affecte l'enfant depuis sa naissance, qui est causé par un gène. Et les deux parents doivent être porteurs du gène défectueux pour que l'enfant ait la maladie. Notre deuxième patient, unique garçon de sa famille, du nom de Moustapha, a une trentaine d'années. Il fait aussi des crises épileptiques à répétition. C'est pourquoi il est tout le temps blessé. Moustapha a un problème de locution, de croissance et psychiatrique. Malado Bari, maman de Moustapha. La maladie de Moustapha a commencé quand nous étions couchés. Il s'est levé et a commencé à faire des convulsions. Il fait tout le temps des crises. On pensait qu'il souffrait du paludisme, mais les médecins ont dit que sa maladie est dans le cerveau. Depuis que nous avons commencé les traitements, les crises ont diminué. Bané Maïga, médecin traitant. Le résultat préliminaire, on a vu que Moustapha souffrait d'un syndrome extrêmement rare, dans le sens où ça a été décrit chez moins de 30 personnes dans le monde entier. Donc, on appelle ça le syndrome d'Alzheimer. C'est aussi un syndrome neurodéveloppemental comme pour Oumou. Si les deux patients ont tous des problèmes neurologiques, Adaman Goïta, quant à lui, souffre d'une anomalie qui affecte ses muscles. À 21 ans aujourd'hui, la maladie a joué sur sa mobilité. Adaman Goïta, personne atteinte de la maladie rare. Étant assis, je ne peux pas me lever tout seul sans m'appuyer sur quelque chose. Je marche sur la pointe des pieds. Je suis tout le temps déséquilibré et je tombe facilement
surtout devant mes camarades. C'est pourquoi je sors rarement. Bani Maïga, médecin traitant. M. Goïta nous a été adressé lui aussi pour des difficultés à la marche. Quand on l'a vu, on l'a examiné, on a conclu à une myopathie, une maladie des muscles squelettiques. Cette maladie se manifeste à tout âge, en fonction du type. Dans le cas de Goïta, la maladie a commencé à se manifester relativement tard. C'est à la fin de l'adolescence qu'il a commencé à avoir les premiers signes. Seulement, l'analyse génétique nous permet d'aller dire précisément voici le type de myopathie que M. Goïta a. À ce jour, on n'a pas encore le résultat génétique. On a envoyé les échantillons pour séquençage et on attend. L'équipe de recherche sur les pathologies génétiques, en collaboration avec l'Association des maladies rares au Mali, accompagne ces patients dans leur prise en charge. Bani Maïga, médecin traitant. C'est leur faciliter l'accès à certains médicaments dont ils ont besoin au quotidien. Il leur permettre d'avoir accès à un médecin spécialisé. C'est le traitement à vie, surveiller l'évolution de la maladie et veiller à ce que les complications soient gérées. Au total, nous sommes à plus de 600 familles où on soupçonne une maladie rare. Maintenant, pour le nombre total de patients, on a plus de 2000 patients. Derrière ces maladies rares se cache l'inconvénient des mariages consanguins, c'est-à-dire le mariage entre deux personnes biologiquement apparentées. Donc, pour éviter que les enfants ne souffrent de ces maladies rares, les parents doivent faire le bilan pré-mariage pour savoir s'ils sont compatibles ou pas. Ainsi prend fin cette édition, mais avant, nous revenons sur ce communiqué du ministre des Mines relatif à l'effondrement d'un site d'exploitation aurifère. Le ministre des Mines a le regret d'informer l'opinion nationale d'un effondrement sur un site d'exploitation aurifère dans la localité de Bilali Koto, située à quelques kilomètres de Dabia, sec de Kenyeba, dans la région de Kaye, ce samedi 15 février 2025. Malheureusement, l'incident a causé la mort de plusieurs personnes et fait des blessés. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Mines, au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et du gouvernement, prie pour le repos de l'âme de toutes les victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et enfin présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Le ministre des Mines suit l'évolution des opérations de recherche des victimes en relation avec les services de la protection civile. En outre, une réunion de crise avec l'ensemble des départements ministériels concernés se tiendra ce dimanche 16 février 2025 en vue de décider des mesures urgentes à prendre. Face à ce drame regrettable, le ministre des Mines réitère son invitation aux communautés vivant près des sites miniers à un respect scrupuleux des exigences de sécurité. Ainsi, retrouvez Moussa Papa Aïdara à 13h pour la deuxième édition de Mali Actualité, avec comme invité aujourd'hui le ministre en charge de la jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, qui va nous parler de sa tournée dans les régions de Ségou et Djoïla, la formation de 600 jeunes sur les notions de la citoyenneté et du patriotisme. La présente vous a été servie par Abse Traoré à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée dominicale à vous où que vous soyez.